On parle d'égalité, mais en vrai, nos parcours de vie sont tellement différents qu'il est difficile de quantifier ce qui est égal. On avance dans nos train-train quotidiens, parfois sans trop se soucier de qui on croise. À défaut d'être égaux, nous sommes semblables. On parle d'inclusion sans blabla, mais ça veut dire quoi ? Inclure sans blabla, c'est permettre à plus de 200 000 personnes de trouver le chemin vers la formation ou l'emploi. Aujourd'hui, je n'existe pas sans le nous. Il y a celles et ceux qui ouvrent des voies, qui donnent de la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Alors semblable, ce sera sans blabla, et ce sera surtout avec des actions concrètes pour marcher ensemble, les uns et les unes à côté des autres. Dans cette saison Agir autrement, nous aurons le privilège d'accueillir des personnes concernées qui s'engagent, des personnes qui ont mis au cœur de leur modèle l'humain tout entier dans sa diversité et dans sa complexité. Comment on inclut sans blabla ? Il y a plusieurs méthodes à ça. Lorsqu'on se rend sur votre site www.petitemu.fr, on découvre que votre entreprise est, je cite, un média, une agence, un duo, et que cet ensemble est emmené par deux personnes, Alice Devès et Anaëlle Marzelière. On y comprend en quelques lignes que cette entreprise est avant tout le projet de deux passionnés, l'une par ses rêves et l'autre par le dessin. Plus clairement, il y a presque 2 ans, Alice vous apprenait que vous êtes atteinte de la sclérose en plaques. Sautant dans l'inconnu, à la suite de cette annonce, vous vous mettez en quête d'informations sur le sujet et vous retrouvez face à un mur avec cette question « Je ne suis pourtant pas la seule au monde, alors pourquoi personne n'en parle ?» Vous qui avez toujours voulu vous lancer dans l'entrepreneuriat, décidez que c'est le moment. Anaëlle, passionnée de dessin, décide de vous accompagner dans le lancement de cette entreprise et ensemble, vous fondez le média Petite Mu en mai 2022. En approfondissant votre investissement dans cette aventure, vous découvrez que le besoin est très grand au sein des entreprises et trouvez donc nécessaire de créer l'agence Petite Mu afin de sensibiliser le monde professionnel pour y libérer la parole autour du handicap invisible. Cet épisode du podcast Semblable vous est exclusivement consacré et Julie et moi sommes très heureux de vous y recevoir. Alors Alice et Anaëlle, bienvenue. Comment allez-vous ? Bonjour, merci, très bien. Merci de nous recevoir. C'est avec grand plaisir. Alors avant de vous féliciter sincèrement pour tous ces accomplissements, pourriez-vous nous dire pourquoi ce nom Petite Mu ? Alors Petite Mu, ça a 2 significations. Moi de mon côté c'était le mu de immune parce que j'ai la sclérose en plaques et c'est une maladie auto-immune. Et puis Anaëlle a son interprétation qui est un peu mieux que la mienne de son côté. Oui, moi c'était le mu lié à la fois à la mutation et à la mue du serpent pour tout le côté qu'après un diagnostic ou une annonce ou un accident, on doit se réapproprier son identité et donc il y a tout ce côté de l'évolution de soi-même, on va dire. D'accord, je comprends. En faisant mes recherches, j'ai mesuré que 1 salarié sur 10 à son poste est en situation de handicap et le dissimule. C'est quoi les conséquences de ce chiffre ? Alors il y a plusieurs, je pense, conséquences. La première, ça va être directement pour les personnes concernées qui sont en situation de handicap. Le fait de dissimuler son handicap et de pas pouvoir en parler, ça veut dire qu'on n'a pas d'aménagement derrière. Donc c'est toujours prendre sur soi. Ça dépend en fait du handicap aussi, mais voilà, ça demande beaucoup plus. On doit beaucoup plus s'adapter. Et puis également, que ce soit aussi peut-être côté employeur, c'est un peu se tirer une balle dans le pied en fait de pas mettre en place des campagnes de sensibilisation et de formation, puisqu'il y a quand même la loi qui demande d'une entreprise de plus de 20 salariés doit avoir 6% de personnes qui sont en situation de handicap. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut largement atteindre des fois les 6%, mais le fait qu'on se sente pas à l'aise d'en parler, les entreprises ne savent pas qu'il y a des gens qui ont la RQTH dans leur entreprise. C'est un chiffre très important. Mais qu'est-ce qu'on peut définir par handicap selon vous ? En fait, le handicap invisible, ça a une définition très très grande, puisque justement le fait que ce soit invisible, souvent il y en a qui comprennent pas tout ce qu'on peut mettre dedans. Et donc parfois en diagnostic, on dit que c'est surtout l'handicap que ça provoque et l'impact, que ce soit au quotidien, que ce soit dans le monde professionnel, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale. En fait, c'est comment ça va nous handicaper au quotidien. Parce que parfois, on a eu des témoignages où, en fait, des personnes qui sont nées avec un handicap ne se sentent pas spécialement handicapées parce qu'ils ont toujours été comme ça. Et par contre, quand après, s'ils ont eu un accident dans leur vie, là, ils voient une différence entre le avant-après. Et là, ils sentent un vrai handicap. Donc, parfois, il y a une sorte de définition, de ressenti personnel. Le mot handicap est quelque chose de fort et donc tout le monde ne l'apprivoise pas de la même façon.
Mais du coup, je pense que vraiment la définition aujourd'hui d'un handicap invisible, c'est un handicap qui ne se voit pas. Donc c'est très compliqué de faire comprendre parce que ça ne se voit pas. Mais surtout, en fait, qu'est-ce qu'on entend par handicap invisible? Ça peut être les maladies auto-immunes, les maladies chroniques. Quand je parle de maladies auto-immunes, il y a la sclérose en plaques, Parkinson. Maladie chronique, ça peut être l'endométriose, par exemple. Il y a tout ce qui est en lien avec les troubles psy. Donc ça peut être la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie. On a aussi tous les troubles de l'apprentissage, le TDAH, les 10. Et puis ça peut être aussi l'après-cancer, l'après-AVC, parce que forcément ça a un impact dans nos vies, sur notre corps, et on ne sait pas du jour au lendemain qu'on va mieux. Et donc voilà, tout ça c'est un peu la définition du handicap invisible. Et comme disait Anaëlle, le handicap, comment on le ressent, si on a eu des choses qui ont été faites, un environnement qui a été adapté, le handicap il va diminuer. Mais si aujourd'hui, comme on est dans notre société, le fait qu'il y ait très peu de choses où on peut s'adapter, du coup ça restera toujours un handicap. Vous pouviez redéfinir les acronymes, le 10, le TDAH pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Oui, pardon. 10, donc quand on dit les troubles 10, c'est dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. D'accord. Et TDAH, c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ok, très clair. Moi, en me promenant sur votre compte Instagram, j'ai découvert le témoignage d'une jeune fille qui a créé Mon Carré Doux et qui expliquait que son handicap était dû à des opérations qu'elle avait eues dans le dos et que du coup, elle pouvait plus s'asseoir, elle pouvait plus avoir de contact sur son dos. Et du coup, j'ai remarqué que les témoignages que vous mettiez en avant sur vos profils ont un point commun. Ils sont pas faits par des spécialistes ni par le corps médical, mais par les personnes directement touchées ou concernées. Pourquoi vous avez fait ce choix? Pour plusieurs raisons, en fait, nous, c'est vrai que c'est un média de témoignage. C'est-à-dire qu'on donne la parole à ceux qui le souhaitent. On n'est pas là pour vérifier derrière leur dossier médical, comme dirait bien Anaëlle. Et en fait, ce qui est important, c'est en soi la maladie, quel accident il y a eu. Enfin, c'est pas le principal sujet. On n'est pas là pour décrire forcément telle ou telle maladie ou parler de tel ou tel traitement. Mais quel impact concrètement ça a sur la vie des gens, que ce soit leur vie personnelle ou leur vie professionnelle. Et ça, c'est ce qui nous paraît le plus important parce que aujourd'hui, même depuis quelques temps quand même dans les associations, dans les comités de chercheurs, il y a de plus en plus de patients, les patients experts qui sont là, mais pendant des années, les patients n'ont pas été considérés et pourtant c'est eux qui vivent la maladie tous les jours. Et on s'est rendu compte que dans la recherche, on peut pas les mettre de côté parce que s'il y a bien quelqu'un qui connaît la maladie, c'est les gens qui le vivent quotidiennement. Et ça, je pense que c'est important de remettre les patients aussi au centre. Et la douleur, la façon dont on ressent la douleur, pareil, c'est aussi propre à chacun. Une douleur, c'est une douleur. Il faut écouter et prendre en compte le fait que des personnes vont ressentir des douleurs. Peut-être qu'il y en a qui ont moins de douleurs que d'autres ou qui ont un corps qui fait qu'ils le ressentent moins. Mais voilà, ne jamais remettre en doute les personnes et dire souvent ce qu'on a entendu à chaque fois dans nos interviews, c'est ça doit être dans ta tête ou c'est psychologique. En observant l'évolution, en lisant quelques-uns de vos précédents interviews, j'avais vu donc que vous êtes lancé dans ce projet entrepreneurial. Et puis vous avez créé l'agence pour intervenir dans les entreprises. Est-ce que l'agence, c'était un projet qui était déjà destiné à voir le jour ou c'est venu de votre expérience du terrain? C'est surtout venu en fait, c'est grâce à tous les témoignages et toutes les personnes qu'on a rencontrées. Comme on a vu que le média intéressait et qu'il y avait un réel besoin, on voulait pouvoir continuer honnêtement à vivre du média, donc ce qui est très compliqué aujourd'hui. Et quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, ce qui ressortait beaucoup de nos interviews, c'était l'impact dans le monde professionnel. Parce que, par exemple, on a mené une étude auprès de notre communauté où on s'est rendu compte que beaucoup de personnes en situation de handicap avaient dû arrêter de travailler parce qu'ils n'avaient pas eu les aménagements nécessaires. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque de formation, de sensibilisation dans les entreprises parce que il y avait beaucoup de choses dont les entreprises ne sont pas conscientes de ce qu'ils peuvent faire pour aider leurs salariés sans que ce soit demander des montagnes. Et donc, on s'est dit que nous, on allait intervenir dans les entreprises, donc créer cette agence pour sensibiliser directement dans le monde professionnel pour que justement les personnes en situation de handicap puissent avoir leurs aménagements, se sentent écoutées dans le monde du travail et puissent continuer à travailler parce que être en arrêt, c'est pas des vacances. Enfin, faut pas croire, mais en situation de handicap, ils veulent continuer leur passion, ils veulent continuer de travailler, ils ont envie d'être utiles et ouais, bien sûr. Des fois on leur empêche, on leur propose même pas une solution ou des fois on les met directement en arrêt de travail. Alors que j'aime bien dire cette phrase parce que c'est un de nos témoignages qui disait, c'était que incapacité physique ou mentale, ça veut pas dire incompétence. C'est très important de mettre en avant que quelqu'un en situation de handicap a des compétences et en a parfois des très intéressantes, même plus parce que justement il a été habitué toute sa vie
à surcompenser, à suradapter parce qu'il a dû en faire plus que tout le monde dû à son handicap. Je comprends. D'ailleurs, il y a sûrement des entrepreneurs qui vous écoutent aujourd'hui. Et d'après vous, quelles seraient là ou les clés de la réussite pour une politique inclusive réussie en entreprise? Je pense que je passerai par plusieurs étapes en fait, et quand je le vois aujourd'hui, on a fait un sondage pour savoir là en story sur Instagram où on a déjà eu 300 réponses. Il y a quand même 80% des gens qui ont répondu qu'ils avaient jamais eu de sensibilisation dans leur entreprise au handicap invisible. Donc déjà, je commencerai vraiment par cette première partie-là, sensibiliser. Donc sensibiliser, c'est définir le handicap invisible, déconstruire tous les clichés qu'on a autour du handicap invisible, et notamment autour aussi de la santé mentale et des troubles psy, parce que ça, c'est encore une sensibilisation plus forte qu'il faut avoir sur ces thématiques-là. Et une fois qu'il y a toute cette sensibilisation, qu'on ouvre la discussion, et là c'est surtout nous, là où en ce moment on intervient, c'est vraiment d'ouvrir la discussion, de casser les tabous, qu'on puisse en parler librement. Le problème aujourd'hui, on n'en parle pas en entreprise, pas parce que les gens sont horribles, hein, mais parce que c'est de la maladresse, je sais pas ce que je vais dire, si quelqu'un m'annonce une maladie, mais comment je vais répondre, et le fait de faire un petit peu comme si de rien n'était, c'est beaucoup plus simple quand on sait pas quoi dire. Et donc toute cette partie-là, elle est hyper importante, et ensuite, ça va être la partie sensibilisation, la partie formation. Ouais. Donc il y aurait toute cette partie, parce que derrière, une fois, c'est bien d'être sensibilisé, mais concrètement, qu'est-ce qu'on met en place, comment on fait quand, par exemple, quelqu'un arrive en situation de handicap, quelqu'un qui est, par exemple, sourd ou sourde, comment on va faire pour communiquer avec cette personne-là. Donc tout ça, c'est de la partie formation. Et ensuite, après, c'est une fois que tout le monde a bien intégré tout ça, c'est vraiment de mettre en place des aménagements. Parce que si on met des aménagements en place tout de suite, qu'une entreprise dit pas de problème, tu auras des aménagements, par exemple, tu pourras partir à 16h parce que tu as plus de fatigue chronique et tu peux faire du télétravail quand tu veux. Si derrière tous les collègues n'ont pas compris que c'était pas des avantages mais une obligation pour la personne pour qu'elle puisse être efficace et performante, ça sert à rien, parce que du coup la personne va pas oser prendre ses jours ou va pas oser partir à 16h si elle a des réflexions. Donc c'est un petit peu toutes ces phases-là par lesquelles faut passer, et puis après c'est continuellement avoir des ressources. Nous, c'est ce qu'on fait avec notre média, le fait que les gens après ils font ce qu'ils veulent, on ne demande pas à ce qu'ils regardent tous les jours du contenu, bien évidemment, parce que il y en a beaucoup, mais de temps en temps, voilà, je tombe sur telle interview, peut-être des fois il y en a qui nous marquent plus que d'autres aussi, des fois on est plus sensible à certaines interviews plus que d'autres en fonction de notre ressenti. Voilà, c'est quand même toujours s'informer. Nous, toutes nos interviews, on apprend quelque chose, donc je pense que on a tous à apprendre quelque chose en s'intéressant à ce sujet-là, qui est pour moi indispensable, vu que aujourd'hui, si on regarde dans le monde, il y a 20% de personnes qui sont en situation de handicap. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'une minorité quand c'est, alors oui, dans le terme de la définition, c'est une minorité, mais 20% c'est quand même énorme, et qu'on est quand même tous concernés, je pense, aujourd'hui. Quand je vous écoute, j'entends quelque chose de très inspirant, et je me dis, là, vous intervenez en entreprise. Pour intervenir en entreprise, vous avez dû même vous-même vous monter en entreprise. Comment on pénètre le monde de l'entrepreneuriat quand on a une idée forte comme la vôtre, qu'on a décelé le besoin? Par où on commence en fait? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Nous, on a commencé avec un compte Instagram. Okay. Le coup, en fait, on s'est lancé ça a commencé par un compte. Et en vrai, en un an, ça a été, des fois, on se retrouve avec Anaëlle chaque semaine, on fait nos journées, jamais de notre vie, des fois, franchement, on s'ennuie pas pour le coup. Et il se passe plein de trucs, mais ça nous dépasse un peu, parce que c'est juste qu'il y avait tellement un besoin fort, je pense, et on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui nous suivent en si peu de temps, qu'on soit, par exemple, invité sur, là, ce matin, on était invité par Le Figaro pour un portrait. Ce genre de choses-là, on n'a même pas, les entreprises, on les a pas forcément démarchées, elles viennent à nous. Et je pense que c'est juste que c'est un sujet qui nous a nous touchés en tant que personne, et ça nous a choqués. C'est parti d'un énervement, en fait, de se dire mais comment ça se fait que ça n'existe pas avant, ou pourquoi il y a personne qui l'a fait alors qu'aujourd'hui il y a 12 millions de personnes qui sont concernées par le handicap. Oui. Et je pense que cette constatation, quand on crée un truc et qu'on se rend compte que effectivement il y avait rien avant, c'est là où c'est peut-être pour ça que ça a bien marché et qu'on a réussi à se faire notre place assez rapidement. Ok, je comprends. Aujourd'hui, si Petite Mue ne devait avoir qu'un seul objectif, et qui se résume à un seul objectif, ce serait lequel? Anaëlle, je sais pas si c'est un objectif. Moi, je l'ai en tête, mais... de sensibiliser le plus de monde possible, puisque c'était ça le but premier de quand on a créé le média, de libérer la parole. Mais comment vous y prendriez du coup? Maintenant que vous êtes sur le terrain, que vous constatez le rapport aux entreprises, le rapport aux diverses administrations, d'ailleurs ça aussi, qui est-ce qui vous a ouvert ses portes en premier? Qui est-ce qui a compris ce que vous essayez de faire, je parle de, par exemple, la BPI, ou je parle d'organismes comme cela, d'administration locale, régionale,
Quelles ont été les mains tendues auxquelles vous ne vous attendiez pas? Il y a eu par exemple la GFIP. En fait, la GFIP nous a donné, c'est tout bête, hein, mais on a eu un webinaire où on parle devant 200 entreprises de notre projet. Ça nous fait connaître. On a eu notre premier talk avec la GFIP lors du Salon national des référents handicap à Bordeaux. Ça aussi, ça nous avait ouvert des portes. On a eu une subvention grâce à ça. Il y a aussi les incubateurs qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, on est dans un incubateur où on peut avoir une subvention pour un projet tech. Donc, on aimerait créer une plateforme de ressources en fait pour les entreprises aussi sur notre site internet. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Après, c'est nous, on a postulé un peu. Enfin, on a essayé de se faire connaître. Donc, on a envoyé plein de mails, plein de messages. Enfin, moi, je tente tout. J'envoie même à des gens connus, en espérant peut-être qu'un jour, quelqu'un un acteur ou je sais pas, va me répondre et va repartager ou en parler. Enfin, on tente tout. Et c'est arrivé? Non, il n'y a pas d'acteur encore qu'on a eu. Il faut continuer. Moi, par exemple, juste tout bête, mais si on peut avoir Grand Corps Malade en interview, par exemple, ou des gens il y a Franck Gastambide qui parle de la dyslexie. Enfin, c'est aussi, ils ont énormément de prise de parole là-dessus, et je trouve que c'est un impact hyper fort en fait, parce que ça permet de sensibiliser encore plus de monde, parce qu'ils ont cette notoriété-là. Et voilà, donc plus on va se faire connaître, et plus on arrivera à toucher le plus de monde au bout d'un moment. Je comprends. Dans le podcast Semblable, nous, on aime donner la parole aux acteurs et aux actrices de l'inclusion, comme on le fait aujourd'hui avec vous, et porter leur histoire auprès du plus grand nombre. Est-ce que il y a une structure ou il y a une personnalité de ce monde-là que vous aimeriez mettre en lumière, ou d'où vous pensez que l'action mérite d'être mise en lumière? Ça peut être une structure, une personne, un projet. Je sais pas, t'as une idée, Anaëlle? En fait, c'est que honnêtement, il y a énormément de projets, de petites choses. Comme tout à l'heure, tu citais par exemple Mon Carré Doux. En fait, à l'échelle humaine, il y a énormément de gens qui ont énormément de petits projets qui sont là pour justement faciliter le quotidien des autres. Et parfois, on sait pas qui c'est. C'est comme nous, on est un peu personne, un peu. Et puis, c'est juste qu'il faut... En fait, il y a plein de projets à petite échelle, mais vraiment petite échelle, qui sont géniaux, mais il faut juste prendre le temps de s'y intéresser. Donc, j'ai pas de nom en particulier à donner, honnêtement, parce qu'il y a énormément de structures, d'associations, d'entreprises. Enfin, c'est juste qu'on n'y fait pas attention. Et c'est en fait, c'est juste, honnêtement, mettre en lumière le monde du handicap de façon générale. Aujourd'hui, imaginons que je suis concerné par le handicap, ou au contraire, je suis entrepreneur, j'ai entendu parler de vous, j'ai écouté ce podcast, j'ai envie de rentrer en contact avec vous. Qu'est-ce que je dois faire? Par où je dois passer? Déjà, nous, on est assez actifs sur notre compte Instagram. Donc, du moment qu'on nous envoie des messages, en général, on répond toujours dans les 2-3 jours. Alors maintenant, des fois, c'est 4-5 parce qu'on a beaucoup de messages. Mais sinon, sur notre site internet, en fait, même les entreprises, on a tout un formulaire de contact. Donc, les gens peuvent nous contacter comme ça. Sur LinkedIn, on est aussi hyper disponible. Et même toutes les interviews, aujourd'hui, on réalise toutes les personnes qu'on interviewe. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé d'être interviewés. Alors, on a mis en place une liste d'attente parce qu'on a encore 60 interviews, on doit faire le montage. On a 60 personnes dans une liste d'attente. Donc, voilà, toute personne qui nous contacte, on accepte. Mais il faut accepter que ce sera juste pas tout de suite, dans quelques mois. Voilà. Ouais, bien sûr. Je comprends. Ce podcast, il est propulsé par la plateforme de l'inclusion. Et la plateforme de l'inclusion est un outil qui notamment met en lumière les dispositifs, les services disponibles pour les personnes en situation de handicap, y compris les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui ont un handicap invisible, justement ceux dont on parle aujourd'hui. D'après vous, dans quelle mesure on peut améliorer l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap? C'est déjà en fait au moins en parler, expliquer que le handicap ça peut avoir aussi un impact très positif pour les entreprises, que les personnes en situation de handicap ne sont pas moins compétents, et que c'est juste que c'est aussi, je pense, un devoir aussi à un moment des entreprises de mettre en place des aménagements, de prendre en compte que tout le monde n'a pas forcément les mêmes capacités au même moment. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et le jour où les entreprises auront compris ça, ce sera beaucoup plus facile. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas non plus postuler parce qu'ils en ont marre des jugements. C'est tellement prendre sur eux de pas expliquer un handicap que c'est tellement fatigant que il y en a beaucoup qui arrêtent de travailler. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile pour une entreprise d'installer une politique inclusive autour du handicap invisible?
Oui, pour le coup, je pense que ça coûte rien, même des affiches de sensibilisation, mais aussi pour tout ce qui est aménagement de poste, on pense toujours que c'est des gros aménagements qui vont nécessiter du temps à mettre en place et de l'argent. Or, si c'est du télétravail ou de l'aménagement de poste, plus de flexibilité des horaires ou le fait de, ok, bah si j'ai un rendez-vous médical, j'ai le droit d'y aller, même si c'est en milieu de la journée, ça va pas changer grand-chose. Et le fait que aujourd'hui tous les aménagements peuvent être aussi payés par des aides de la GFIP. Donc ça, c'est hyper important. Et en plus, si les personnes ont si les entreprises respectent les 6%, bah, c'est des taxes en moins qu'ils payent. Donc dans tous les cas, c'est bien pour eux. Il y a une interview hyper intéressante qu'on a fait c'était Florian Trichot, qui était intervenu en talk pendant la GFIP qu'on avait rencontré à ce moment-là, qui expliquait que aussi au bout d'un moment les 6%, où est-ce qu'ils sont, et quand on regarde dans les cadres, dans les dirigeants, dans tout ça, il y a les 6% ils sont pas vraiment là, et qu'à un moment faut inclure aussi que ce soit dans les prises de décision ou dans les comités, des gens qui sont en situation de handicap. Au JO, ils le font très bien dans leur comité, on est en contact avec eux. Il y a plein de gens qui sont en situation de handicap, donc tout ce qui va être pensé et réfléchi en termes d'accessibilité, ça va bien se passer, et parce qu'il y a des gens qui vont être là dans les prises de décision. Et ça, c'est important du coup que où est-ce que sont les 6%, et c'est cette partie-là que je trouve aussi intéressante de dire que il faut pouvoir avoir aussi parce que la barrière en fait de carrière, quand on a un handicap, forcément, on voit moins vite que les autres parce que ça fait beaucoup plus flipper. Donc voilà. Je comprends. Votre réponse me donne la transition parfaite sur la question d'après. Est-ce que vous estimez que vous avez un devoir envers les autres ? Déjà, de les écouter et de leur donner la parole, il y en a beaucoup qui nous disent que ça leur fait énormément de bien. Parce que comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'on soit pas du corps médical, il y a cette barrière qui tombe, qui se sentent beaucoup plus à l'aise, parce que on va pas être dans la recherche, on va pas être dans la recherche d'une justification, on va pas être là à leur dire coche-moi des petites cases pour me dire où est-ce que tu vas. Nous, on est là pour les écouter. Alors, la plupart du temps, dans les interviews, ils disent leur handicap, mais ce n'est pas obligatoire parce qu'en fait, nous, on essaye de mettre en avant qu'est-ce que ça a comme impact sur leur vie. Donc, en soi, ils peuvent venir dire qu'ils ont un handicap sans dire ce que c'est. C'est pas, cherche pas à mettre. C'est pas le but de la conversation. Le but, c'est de les écouter et qui se sentent un peu. Il y en a beaucoup qui disent que ça leur sert un peu, ça fait un peu médiathérapie. Même pour nous, c'est toujours super enrichissant de rencontrer ces gens, d'avoir ces conversations. Ça nous apporte énormément des deux côtés en fait. En promenant sur votre fil Instagram, je me suis rendu compte que vous faisiez des recommandations culturelles, notamment cinématographiques. Pourquoi cette option ? Parce que c'est vrai que sur notre média, on essaye de diversifier au plus les contenus pour que tout le monde se retrouve dans des contenus qu'il aime. Notamment, on a les interviews et les podcasts, mais on a aussi la bande dessinée que fait Anaëlle, et le fait de sensibiliser de manière plus ludique, on trouve ça mieux. Et un film, des fois au moins, ça permet de comprendre et de se souvenir plus facilement peut-être d'une maladie ou d'un handicap, de voir plus au quotidien, c'est plus marquant. Enfin, je sais pas, en tout cas moi à l'école, quand on regardait un film, c'était toujours plus intéressant que une leçon qu'on apprend, donc c'est juste pour s'informer de manière plus ludique. Très bien. On fait film, mais on fait aussi les livres, que ce soit romans ou bande dessinée. On essaye vraiment de faire des recommandations variées pour que ce soit adapté, que vraiment, on va dire, tout le monde y trouve son compte. Et surtout, on a aussi beaucoup de gens qui ont écrit des livres, qui ont écrit leur histoire. Et donc, on essaye de mettre en avant aussi leur travail. Là, aujourd'hui, ça va faire à peu près 2 ans que Petite Mue a été lancée. Si vous deviez retenir une belle histoire, ce serait laquelle ? Je pense que c'est vrai que ça fait 2 ans, ça fait 1 an qu'on existe. Ça a été, on l'a créé en mai 2022, et ça fait plus d'1 an et demi effectivement qu'on travaille dessus. Et je pense que, en tout cas nous, notre plus belle, ce qu'on retient, moi ce que je retiens le plus en tout cas de Petite Mue de l'année, c'est vraiment tous les échanges qu'on a eus. Toutes les interviews, il y a beaucoup de gens avec qui on est resté en contact, avec qui on parle, qu'on revoit de temps en temps, et ça c'est tout ce qu'on a créé. Je pense que tout ce qu'on a créé en fait, toute cette communauté là, c'est pour moi le plus important en tout cas de Petite Mue aujourd'hui. Et puis ça va être aussi toutes les personnes qu'on va réussir à toucher aussi en entreprise, à sensibiliser, qui est toute l'autre partie en fait, qui est importante pour nous. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos auditeurs ? Ce sera ma dernière question.
Peut-être le message, c'est vraiment pour moi qu'on doit aujourd'hui parler vraiment du handicap librement. Pour les personnes qui se sentent pas forcément à l'aise, en fait, c'est juste poser des questions. Comment je peux être là pour toi, qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'il y a des questions qui t'ont dérangé que j'ai pu poser, parce qu'on est tous un peu maladroits, je pense. On peut pas connaître toutes les maladies ou les personnalités des gens aussi. Et d'accepter aussi que des fois on peut être maladroit, je pense que ça c'est important. Et le jour où on en parlera librement et que ce sera plus un sujet tabou, déjà ça fera bien évoluer les choses. Et c'est peut-être le message que j'ai envie de faire passer. Je pense qu'Anaëlle en aura un aussi. Ça va un peu compléter ce que tu as dit, mais c'est clair que le silence n'avance à rien. Alors, comme tu dis, je peux comprendre que pour les personnes concernées, souvent on nous dit qu'on ne sait pas quoi faire. Mais en fait, déjà juste être présent, ou au pire, même si c'est maladroit, tant que c'est bienveillant, essayer de montrer qu'on est là, de montrer qu'on est présent et qu'on s'intéresse, des fois ça peut suffire, honnêtement. Et ça va être un peu bateau, mais en fait, ne pas être dans le jugement, parce que personne n'a l'inscience infuse, et donc on peut être du jour au lendemain découvrir quelque chose, et encore, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que c'est dans nos têtes. Merci beaucoup Anaëlle, merci beaucoup Alice. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Merci en tout cas. C'était un épisode de podcast Semblable qui vous a été présenté par Julie et moi-même Rodolphe. Il est propulsé par la plateforme de l'inclusion. Semblable met en lumière l'action de personnes qui choisissent d'agir autrement et de placer l'humain au cœur de leur action. Si vous aussi vous souhaitez donner de la voix aux initiatives inclusives, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à croire en vous.